Madame Niriada. Floor. Garmagat, and yes, I will keep it short. Merci. Je vais faire court. Je suis d'accord avec Madame Thomas, globalement. Et moi, je dirais qu'il faudrait que ce soit obligatoire pour les navires, notamment sur les super chalutiers qui pêchent en eau européenne, notamment irlandaise. Il faut un régime d'observateurs indépendants pour garantir qu'il n'y ait pas de pêche non déclarée illégale. L'agence irlandaise va pouvoir accéder aux données par rapport aux quotas des bateaux battant certains pavillons, voir ce qu'il y en a des opérations de pêche. Souvent on va en Irlande, et j'imagine que c'est vrai ailleurs, mais en Irlande en particulier, nos pêcheurs artisanaux disent on monte à bord de nos bateaux en permanence, alors qu'on voit les Hollandais et les Espagnols, et il semble qu'il n'y ait aucune inspection pour eux. Et ils trouvent que c'est du deux poids, deux mesures, ce qui n'est pas propice à une subsistance durable pour les petits bateaux. Alors il y a une analyse d'impact de 2015. Ça doit être pris en compte quand on appliquera tout ça. Moi je dirais que je serais préoccupé si on a un modèle taille unique. Vous avez un très gros bateau, un super chalutier. Ils vont avoir une amende. Ceux de moins de 12 mètres, ils vont avoir la même amende, les mêmes sanctions. Ils vont devoir mettre la main à la poche autant que ceux qui ont pas mal d'arguments selon les trébuchants. Parce qu'évidemment, les super chalutiers, ils ont plein d'argent, ils peuvent se permettre de payer les amendes. Moi, je crois que les amendes, elles devraient être fonction de. Je ne pense pas qu'il faille un modèle taille unique. Et il faudra faire bien attention à protéger notre petite pêcherie. Et puis oui, il y a des technologies, les smartphones, c'est une très bonne idée. Les outils de simplification, c'est primordial. Néanmoins, dans ces outils de simplification, quand il s'agit de remettre des informations, moi, souvent, j'ai rencontré des pêcheurs, sans manquer de respect à qui que ce soit qui travaille dans le secteur, qui ont du mal à apprendre, qui parfois ont des problèmes de dyslexie, d'illettrisme. Donc attention à ça, parce qu'on va faire ça. Et d'ailleurs, pour toutes les commissions parlementaires, il faudra nous assurer que ce soit étanche et que ce soit aussi possible pour ceux qui ont des difficultés de lecture ou d'apprentissage. Donc voilà, pour que les gens sachent quelles sont les règles. Et puis, je suis préoccupé, l'agence de la protection irlandaise, elle devrait pouvoir avoir autorité pour forcer les navires battant un autre pavillon d'accepter des inspections d'opérations de pêche avant le débarquement, quel qu'il soit. Donc voilà, il faut les mêmes conditions pour tous, je pense. Et puis avec le Brexit à l'horizon, on ne sait pas non plus quelles seront les incidences. Voilà, tout cela doit être pris à l'examen. Alors oui, évidemment, essayer de couvrir l'alpha et l'oméga, ça n'est pas peu, mais en tout cas, c'est bien volontiers que je travaillerai sur ce rapport parce qu'il est crucial pour nos petites pêcheries. Merci, Madame Aguilera. 3 minutes. Merci bien, Madame la Présidente. Or donc, moi, je dirais que je suis très satisfaite qu'enfin, on ait cette réglementation en contrôle à l'examen. Et je suis très contente que ce soit ma collègue Isabelle Thomas qui s'en charge. Moi aussi, je pense qu'elle va être un rapporteur magnifique. Donc voilà, j'ai de grands espoirs dans ce règlement, dans ce rapport. C'est vrai qu'on a un problème de délai, d'échéance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de législation à examiner, y compris à la commission des pêcheries, avec des délais qui sont quand même à traiter. Moi, je voulais souligner, pour ce qui nous concerne, et notamment dans la perspective espagnole, la question des contrôles. Eh bien, l'administration espagnole, le gouvernement espagnol font ça depuis belle lurette, de façon très stricte. Et pour nous, c'est un bol d'oxygène que ce règlement, qu'on puisse travailler à l'harmonisation des contrôles et des sanctions. C'est absolument nécessaire. Vous me permettrez de souligner l'un ou l'autre aspect qui me semble plus particulièrement important. D'abord, le suivi de la position des navires. Ça va étendre le suivi de la position géographique. On va étendre ça à tous les navires, petits et grands, indépendamment de leur longueur. Donc voilà, ça c'est un élément important. Et puis le journal de bord électronique aussi. Voilà,
des éléments qui me semblent être des outils tout à fait essentiels. Journal de bord électronique qui permettrait de se débarrasser du journal de bord papier. Ensuite, contrôle de l'obligation de débarquement. Il y aura des programmes spécifiques de contrôle, d'inspection, avec un pourcentage de navires qui devront avoir des caméras de télévision de surveillance. Ça va être un outil très important. Ensuite, prévoir une marge de tolérance entre ce qui est vérifié au débarquement et ce qui est inscrit dans le journal de bord. Renforcer le contrôle de la pêche de loisirs. Moi, je pense que la pêche de loisirs doit être prise en compte dans la politique de la pêche. Donc, il est bon qu'on renforce les contrôles avec des licences, y compris dans les programmes nationaux de contrôle et d'inspection. Ensuite, système informatique avec toutes les informations concernant les contrôles des importations dans l'Union européenne de produits de la pêche. Ça permettra d'améliorer la coordination. Ça, c'est un outil qu'on attend impatiemment. Enfin, pour terminer, Madame la Présidente, chers collègues rapporteurs, pour dire que je suis d'accord, pour dire que le moment n'est pas venu de compliquer les choses. On ne peut pas ajouter encore des formalités. Et ça, c'est l'aspect qui me préoccupe. La charge administrative va augmenter notablement. Donc, faisons simple. Parce que l'harmonisation, effectivement, on l'attend depuis longtemps. Merci. Merci, Monsieur Mianman. 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je fais écho aux félicitations adressées à la Commission européenne de présenter cette proposition qu'on attendait presque comme le Messie. C'est une proposition complexe. Il faudra l'étudier à tête reposée, mais vous me permettrez de me concentrer sur l'un autre aspect. Je suis rapporteur fictif pour le groupe le plus important du Parlement européen. J'espère que la présidente fera preuve d'indulgence sur mon temps de parole. La proposition reprend des éléments très positifs, disons-le, et notamment on homogénéise le système d'infraction de sanctions. Ça a été dit par les oratrices avant moi, et c'est très très important. On avait le sentiment qu'on n'avait pas les mêmes règles pour tous. Et puis, il y avait l'impunité pour certains navires de certains pays, et pour d'autres, l'Espagne, eh bien, l'application des sanctions a été très dure. Donc voilà, en finir avec une certaine impunité, ça me semble être une bonne chose en soi. Après, il y a des idées très novatrices dans ce texte. Et ça veut dire, comme le disait la collègue Aguilera, une augmentation des coûts pour la flotte et aussi une charge administrative importante pour les navires et pour les États membres. Et à mon sens, il faudrait conseiller une application progressive pour les deux parties par rapport donc, à l'application des nouvelles dispositions du règlement. L'un des éléments les plus novateurs du texte, ça a été dit, renforcement des contrôles des navires de moins de 12 mètres de longueur. L'idée, l'objectif d'améliorer le contrôle de l'activité de pêche, c'est très bien, mais il faut aussi faciliter le respect des obligations pour la petite pêche, éviter un préjudice économique qui serait disproportionné. Dans un pays comme le mien, cela affecterait 7000 navires. Par rapport à ceux qui devraient se doter du système satellitaire, etc. Il faut éviter que les mesures interfèrent avec l'activité de pêche. Je ne crée pas de charge de travail supplémentaire. Et d'ailleurs, il est bon qu'on ait des formules spécifiques, plus faciles, plus simples, que l'on envisage dans le règlement et qu'il y ait révision. Dans la révision du FEAMP, on prévoit des aides européennes pour que ces navires installent les nouveaux systèmes. Alors, les caméras de surveillance sur un certain pourcentage de navires liés à l'obligation de débarquement. Eh bien, cette mesure, il va falloir l'étudier à la loupe. Ça pourrait présenter des difficultés pour ce qui est des coûts et en plus, c'est un petit peu envahissant, c'est invasif par rapport à l'intimité sur les navires. C'est la maison des pêcheurs, souvent, le navire. Et voilà, les caméras de surveillance, franchement, ça me semble très délicat. Et puis, lié à l'obligation de débarquement, les caméras de surveillance, ça ne règle pas le problème de fond. Quel est-il, ce problème de fond? Je le dis depuis des années, comme d'autres. L'obligation de débarquement pour les pêcheries mixtes, ça pose un problème très grave, notamment pour les espèces qui épuisent les quotas. Et donc, ça ne va pas être facile à appliquer à partir du 1er janvier. Et donc, il faudra prévoir des solutions pour l'obligation de débarquement, notamment pour les stocks qui entraînent l'étouffement. Et puis, voilà, pour les caméras, ça ne règle pas ce problème-là des pêcheries mixtes. Après, je finis, Présidente.
introduire un dispositif pour une mesure permanente de la puissance des navires. Ça me semble un petit peu pousser le bouchon un peu loin. La puissance du navire n'est pas liée à une plus grosse pression sur la ressource halieutique. Non, souvent, ça permet d'avoir plus de sécurité si on a plus de puissance moteur. Enfin, je termine. Compétences de l'agence, oui. Plus de contrôle de la pêche récréative. Ça me semble très bien, merci. Thank you. So I put myself... Merci. Je m'inscris comme coordinatrice pour les Verts. Je suis très contente, moi aussi. Et c'est bien volontiers que je travaillerai avec vous, Isabelle, et avec les collègues sur la proposition. Le rapport d'initiative Engström avait quelques 20 paragraphes sur le régime de contrôle. Je relève ce que disait Mme Lenny. Certaines choses vont bien. Est-ce qu'on pourrait couper le micro de M. Mianman? Merci. Mais bon, il y aura beaucoup d'efforts à consentir, notamment pour la mise en œuvre. Alors, il y a différents paragraphes qui insistent sur le renforcement du règlement. Et vous me permettrez d'en citer quelques-uns. Nous soulignons bien sûr la nécessité des importations, l'harmonisation. Si c'est rejeté dans un port d'État membre, ça ne doit pas pouvoir entrer sur le territoire de l'UE par un autre port d'un État membre. C'est un collègue espagnol, je crois, qui avait présenté cet amendement. Et c'est du fait que ça se fait encore. Voilà. Hein, on rejette dans un port l'importation de pays tiers, mais alors on peut rentrer dans un autre port. Donc voilà, s'il y a refus d'entrée, ça doit être un refus d'entrée pour tous les ports de l'UE. Et puis nous avons insisté également, paragraphe 50, sur le fait que le régime de contrôle doit inclure, parmi les principes de base, des normes UE pour ce qui est des inspections en mer, au port et dans toute la chaîne de garde. On nous a dit, les pêcheurs se plaignent du fait que c'est plus strictement contrôlé dans nos propres eaux que dans les eaux voisines. Alors, flexibilité par rapport à la chaîne de garde ou de responsabilité pour le poisson tout au long de la chaîne. Donc, il s'agit d'assurer la pleine traçabilité. Si on n'a pas ça, eh bien, on ne peut pas vérifier les contrôles. Données complètes pour les captures par tous les opérateurs, y compris les navires de moins de 10 mètres et la pêche de loisirs. Il y a trop d'activités de pêche qui ne fait pas l'objet de contrôle. Niveau commun de sanctions dans tous les États membres, ça va sans dire, ça a mis en le disant. Définition commune de ce qui constitue infraction. Ça aussi, c'est revenu sur la table à plusieurs reprises. Système de points appliqué par tous les États membres de façon équivalente. Et oui, c'est très important. Et puis, des sanctions qui soient suffisamment dissuasives, efficaces et proportionnées. Donc un système accessible à la Commission européenne et à tous les États membres pour l'échange de toute information en matière d'infraction. J'espère que nous pourrons tomber d'accord là-dessus. Pleine adoption des nouvelles technologies. Pas de nécessité de retoquer les textes législatifs au fur et à mesure de l'évolution technologique, on a discuté. L'essentiel de ce qui a été dit dans mon rapport d'initiative, en fait, a été mis sur la table. Donc voilà, je pense que la coopération sera excellente. À présent, la parole à M. Serran Santouche. Merci, Linéa. Et avant toute chose, je souhaite remercier la Commission européenne d'avoir présenté de façon complète le projet de texte. Nous nous félicitons de ce projet d'amendement au règlement contrôle et de l'Agence communautaire de contrôle des pêcheries. Et à l'évidence, je suis très satisfait, je n'ai aucun doute quant au choix de la rapporteure qui est extrêmement expérimentée et compétente. Et en plus, c'est une spécialiste des missions impossibles. Je ne doute pas qu'encore une fois, elle puisse gérer ce dossier de main de maître en bonne coordination et articulation avec les rapporteurs fictifs et avec la Commission européenne. Chacun est d'accord pour dire, on l'a vu, qu'il faut améliorer le contrôle des activités de pêche, mais il faut bien se dire que l'activité de pêche doit pouvoir continuer, être menée à bien. À l'évidence, moi je n'ai pas pu analyser de façon approfondie le document présenté parce que c'est très complexe, mais j'ai toute confiance
en Isabelle Thomas et je vais m'appuyer sur elle et l'appuyer pour le cas où elle en aurait besoin. Vous me permettrez simplement d'aborder une chose, le passage à l'électronique, la dématérialisation, et notamment pour la notification des données, l'échange d'informations de façon dématérialisée. Eh bien, chacun est d'accord pour dire que ça peut notablement améliorer le contrôle de l'activité de pêche et la gestion de l'activité de pêche, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir ça en temps réel ou plus proche du temps réel. Néanmoins, et comme ça a été dit à de très nombreuses reprises à la Commission des pêcheries, un grand pourcentage de la flotte européenne, en nombre, pas en volume, est une pêche de petite taille, avec des équipages assez âgés. Et donc, il faudra trouver un équilibre entre l'exigence de registre et de notification électronique obligatoire et les moyens. Aux Açores, par exemple, il y a beaucoup de navires qui font même plus de 12 mètres, mais il n'y a pas de cabine ou de zone protégée qui permettrait l'utilisation facile de matériel électronique à l'abri des intempéries. J'attire l'attention sur le fait que les amendements proposés ici doivent être en phase avec la réalité des choses. Changement de l'informatique, bon, tout ce qui est identifié dans le document, c'est la formation des usagers et notamment des pêcheurs, nous le savons. Voilà, il faut faire beaucoup de formation pour les pêcheurs. On n'a pas de système unique au niveau communautaire. Moi, je pense que ça devrait être la tâche de l'agence du contrôle des pêcheries. Il faudrait prévoir les délais nécessaires pour faire en sorte qu'on ait une mise en œuvre progressive. Voilà, je n'ai plus de temps de parole et je ne veux pas faire trop long. Simplement pour rappeler, pour conclure, que au Portugal, en ce moment même, la première période du plan d'action est en train de se terminer. Nous sommes informés de ce qu'on a encore des problèmes et on est en train de procéder à des amendements. Plan d'action, voilà. Bon, je m'en tiens à cela, je ne veux pas trop dépasser le temps de parole, merci. Thank you. Mr. Merci, Madame Rodust. Ganz vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich. Merci beaucoup. À mon tour, je tiens à remercier la représentante de la Commission. Je pense qu'en fin de compte, nous aurons un excellent rapport. Mais le chemin est encore long. La philosophie qui sous-tend la PCP a modifié bon nombre de choses au sein de l'Union par rapport aux années passées. Et la législation est en fait élaborée pour ceux qui ne sont pas disposés à reconnaître ces mêmes législations. Lorsque nous parlons de sanctions, nous parlons de ceux qui pensent que les législations adoptées ne devront pas nécessairement être reconnues. Donc je pense que c'est une raison pour laquelle les sanctions doivent toujours être très strictes. Et les contrôles aussi doivent être appliqués de manière particulièrement stricte pour bien séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, prescrire un nombre de contrôles précis, à savoir que par exemple qu'un pêcheur devrait être contrôlé au moins 5 fois par an. Je ne sais pas si c'est cela que prône le rapport, mais il faudrait réfléchir. Alors, il faut que les sanctions soient claires et qu'on sache qu'il y en a et qu'il y en aura. La Commission a déjà entrepris certaines démarches en ce sens. Il faut voir si cela suffit, bien sûr. Ce qui est particulièrement important pour moi, c'est qu'à l'avenir, ces États membres qui se sont vus imposer des sanctions soient effectivement aussi, en quelque sorte, je ne dis pas clos péroli, mais que l'on sache et qu'ils leur ont imposé des sanctions. Il faut que l'opinion publique sache qu'effectivement que ces sanctions ont été imposées. Pour moi, c'est vraiment très important. Lorsque je me suis rendue auprès de pêcheurs irlandais, il s'agissait à l'époque de conflits sur les maquereaux. Alors, je leur ai parlé des obligations en matière de rejet et de débarquement, et les pêcheurs m'ont dit « Veillez à ce que sur nos navires, l'on installe des caméras et des observateurs, pas en raison des obligations de débarquement et de rejet envisagées par l'Union, mais parce qu'ils avaient constaté que certains États membres
n'avait débarqué qu'une taille précise de maquereau. Et que nous savons tous qu'il y a des tailles différentes de maquereaux, et pour a besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination pour savoir ce qui s'est passé en haute mer. Alors, pour éviter tout cela, je pense que nous sommes bien avisés de nous pencher attentivement sur ce règlement. C'est ce que je compte faire pour ce qui me concerne. Je vous remercie. Mrs. Miranda. Madame Miranda. Gracias, Presidente. Merci, Madame la Présidente. Merci à la Commission de nous avoir présenté cette proposition. C'est vraiment un avantage pour nous d'avoir Madame Thomas en tant que rapporteure, étant donné la sensibilité dont elle fait preuve vis-à-vis du secteur de la pêche, et ce depuis plusieurs années. Alors à cet égard, nous saluons cette proposition, notamment dans le cadre du contrôle de la traçabilité. Depuis le bateau jusqu'au quai, bon, il y a, on sait, un certain nombre de risques de fuite de la part des opérateurs. Certains opérateurs auraient tendance à faire passer leurs produits par d'autres biais. Donc ce contrôle numérique de toute la chaîne de l'approvisionnement me semble essentiel. Mais ce qui attire notre attention, c'est l'absence de consensus qui entoure cette proposition, une proposition qui a été présentée relativement rapidement, et nous voyons également les problèmes liés à la simplification, au fait que les pêcheurs en fait veulent pêcher, c'est là leur emploi. Les pêcheurs ne sont pas spécialistes en matière de gestion administrative. Leur boulot, c'est la pêche, et naturellement il y a des contrôles qui s'imposent, mais les pêcheurs veulent pouvoir travailler dans des circonstances normales, avec bien entendu des critères de rentabilité, et constatent qu'ils sont visés par un certain nombre de mécanismes administratifs qu'il est difficile de gérer. Et je m'exprime en toute connaissance de cause, parce qu'il y a 4000 embarcations de pêche artisanale qui sont ici visées. Et ces pêcheurs, il n'y a pas de consensus dans le secteur, mais le projet d'installer des caméras à bord de ce type de navire entraîne énormément de polémiques dans ce secteur. Cela n'a pas fait l'objet de consultations préalables, et dans des embarcations de petite dimension, il est difficile de procéder à ce type d'équipement, parce que parfois il n'y a même pas suffisamment de place pour d'autres équipements qui sont pourtant nécessaires. Donc si l'on élargit le champ d'éligibilité dans le cadre du FEAM, je pense qu'il faudra procéder à une analyse quant à la situation réelle de la pêche, et tenir compte également des circonstances spécifiques de la pêche et des embarcations de pêche artisanale. Alors la dernière législature ne nous a pas permis de nous mettre d'accord sur la définition de pêche artisanale. Je crois qu'il faut en tenir compte aujourd'hui, notamment lorsque l'on réfléchit à l'incidence administrative de ce type de mesures de contrôle. Alors certes, nous ne sommes pas opposés au contrôle, nous sommes favorables à une harmonisation, nous voulons mettre en place une égalité de traitement dans tous les États membres, et c'est vrai qu'on constate qu'il y a de véritables pirates de la mer aujourd'hui encore qui ne respectent aucune obligation. Mais j'insiste, il faut tenir compte des incidences de tout cela dans le secteur de la pêche artisanale, et il faut également tenir compte de la vie des pêcheurs qui travaillent dans ce domaine de la pêche artisanale. Je parle d'impact économique, mais également impact physique, impact logistique, et tenir compte également des changements de paradigme que cela implique en termes de mentalité lorsqu'il s'agit de mettre en place une norme qui n'est pas accueillie favorablement aujourd'hui. Merci. Monsieur Kuhn. Danke, Frau Vorsitzende. Danke. Merci Madame la Présidente. Je remercie Madame Thomas ainsi que la représentante de la Commission. Nous avons un règlement contrôle qui fonctionne, mais je pense qu'il serait bon aussi de nous rappeler quelles sont les possibilités de contrôle qui existent pour le moment. Alors en fait, apparemment, il faut maintenant se manifester auprès des différentes autorités, il faut maintenir un logbook, et puis ensuite arriver à bon port, ils sont contrôlés, et puis tout cela a été contrôlé directement par l'agence de Vigo, et nous pouvons suivre tout cela par le biais du système d'identification. Nous savons exactement où se trouvent les grands navires. Pour les grands, en tous les cas, pour les petits évidemment, ils devront se faire enregistrer.
et ne pourront en fait débarquer que dans certains ports qui pourront être contrôlés par différentes autorités, devront se manifester au préalable par téléphone en disant voilà, j'aurai une capture ou une estimation de T. Et est-ce que à ce moment-là, je serai tout à fait en conformité? Est-ce que je dois disposer d'une balance qui aura été homologuée? Voilà en fait à quoi sont confrontés nos pêcheurs. Il serait important de disposer d'un tableau synoptique de la situation actuelle, à partir de quand ce logbook électronique est nécessaire, à partir de quelle taille, 8 ou 12 mètres. Et lorsque nous parlons de CCTV, là, Isabelle a parfaitement raison. Elle a dit qu'on en a déjà pris des décisions en la matière au Parlement, mais cela peut également se faire sur base volontaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être il faut même inciter les pêcheurs à se faire et peut-être leur accorder une augmentation de quotas, par exemple. Voilà autant d'éléments que l'on pourrait aussi introduire. Pour ce qui est en fait de la capacité motrice, là, très franchement, je ne sais pas si j'ai un filet dérivant, est-ce que j'ai besoin d'une puissance motrice particulière? Et je ne sais pas ce que vous voulez contrôler là, j'aimerais bien savoir ce qui en est. Madame Lenny, peut-être pourrez-vous nous expliquer cela brièvement? Pour ce qui est de IUO, le rapport pêche irrégulière, non réglementée et illégale, je pense qu'il est possible de faire cela par le biais de collecte de données. On introduit ce qu'on appelle un Dorsch App en Allemagne pour pouvoir déterminer exactement de quelle manière et où on pouvait pêcher. C'est un système à ce point compliqué que cela a suscité qu'un agacement complet, alors que c'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il était préférable de mettre en place des systèmes beaucoup plus simples pour collecter ces données. Madame Bilbao, merci. Madame la Présidente, ce que je voulais dire a été dit dans les grandes lignes, mais je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'importance de ce règlement de contrôle. Effectivement, l'harmonisation, l'homogénéisation des sanctions en fonction du type de délit, la définition de ces délits dans les différents États membres et les nouvelles technologies. Je crois qu'il faut miser sur les nouvelles technologies. Bon, ce sont des éléments que je souhaitais mentionner. S'agissant des nouvelles technologies, je dirais que ce qui m'inquiète, ce sont les investissements. Investissements qui seront nécessaires dans les navires de pêche. Et je ne sais pas si la Commission a déjà prévu dans les fonds financiers un paquet spécifique permettant effectivement l'application des nouvelles technologies à ce secteur. Et ceci en cas d'adoption du règlement de contrôle. Je crois qu'il faut tenir compte de mesures réalistes. Il faut tenir compte du type de navire également parce que certains de ces navires ont une dimension tellement modeste que les mesures ne seront pas efficaces, difficiles en tout cas à mettre en place. En ce qui concerne la mise en place de caméras à bord des bateaux, je ne suis pas favorable. Nous avons des exemples d'autres secteurs dans lesquels nous avons exigé l'équipement en caméra de façon à voir comment les activités évoluent, comment elles se déroulent. Ça me semble assez excessif et le Parlement s'est, me semble-t-il, déjà prononcé contre ce type d'équipement. Alors, s'agissant de la qualification des sanctions, ce qui me frappe, c'est que dans certaines mers adriatiques, notamment, on utilise encore des explosifs. Et je me demande ce que pense la Commission des réactions des États membres par rapport à cette proposition. Parce que, bon, à mon sens, on n'a pas nécessairement besoin d'un règlement pour que les États membres interdisent la pêche à l'explosif, en quelque sorte. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les analyses qui ont été menées par les États membres par rapport à ce règlement de contrôle. Et c'est sans doute le gros problème, le plus gros problème qui se pose pour nous en termes de contrôle. Maintenant, sur le plan général, je crois que bon,
nous essayons, bon, ce n'est pas une accusation lancée au secteur, mais nous essayons de contrôler le secteur, alors que le problème se pose plutôt par rapport aux États et l'absence d'application de la législation existante, non-respect de la législation. Donc j'aimerais avoir quelques éléments d'information à ce propos. La traçabilité, à présent, là je partage tout à fait ce qui a été dit et j'aimerais d'ailleurs poser une question à la Commission. On parle de cohérence de traçabilité, mais dans cet esprit, le règlement contrôle nous permettra-t-il de défendre la traçabilité jusqu'au bout? En d'autres termes, il s'agit de voir ce qui est pêché dans certains secteurs, voir comment ces produits sont ensuite mis sur le marché et garantir la traçabilité également en termes de contrôle des importations. Parce que je crois que c'est là une des questions qui malheureusement pose problème. On aura énormément de difficultés à adopter cela ici en commission et ensuite au Parlement. Donc voilà quelques informations que j'aimerais entendre de votre part. Et ensuite, il y a également un élément qui évoque d'intégrer un contrôle dans certains navires qui sont considérés comme des navires à risque. Mais de quoi s'agit-il exactement? Qu'entend-on par navire à risque? Merci. Merci. Madame Nicolai, enfin. Last but not least, même oui. De la parole au début, j'ai eu le privilège d'écouter tout le monde et de parler un peu libre parce que je viens d'un pays qui n'a pas des intérêts dans l'industrie et je veux promouvoir une discussion de principe maintenant parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui de parler sur les diverses questions. C'est le cas d'adjuger des principes qui ont le but de faire ce contrôle et ces règles de contrôle effectives, constructif et doté avec une grande efficacité parce que c'est pour ça qu'on a décidé de changer un peu les choses. De point de vue de principe, moi je crois que le contrôle doit avoir une tendance aussi préventive. Parce qu'on ne fait pas le contrôle seulement pour pénaliser, pour contrôler. On fait le contrôle pour prévenir et pour l'aider de l'industrie de se conformer volontairement à la règle. Moi, je ne veux pas beaucoup de ça dans ce règlement. La deuxième question, c'est la question de qualité de contrôle. On a besoin de standards communs parce qu'on doit assurer la compétitivité entre l'industrie au sein de l'Europe et je crois qu'il faut régler ces standards communs pour le contrôle. Une question qui doit être mise au point, c'est la qualité de contrôle. La qualité de contrôle signifie, à mon avis, professionnaliser les contrôleurs, parce qu'on a toujours beaucoup de problèmes avec la qualité de contrôle. Et professionnaliser les organismes de contrôle. On doit constater qu'il y a des pays que les questions de contrôle pêche sont en main dans 2 ou 3 autorités. Ça ne c'est pas possible parce qu'on n'aide pas l'industrie et la pêche européenne si on fait de contrôle toujours. Il faut être clair quelles sont les questions plus importantes. La troisième question, c'est la question pénalisée. Il y a dans le droit quelques principes qui doivent être respectés, la proportionnalité de pénalisation, l'application, et je crois, je ne suis pas pour la composante répressive sur l'industrie, je suis pour une composante dissuasive. La clôture de business, à mon avis, c'est une pénalisation trop forte. Il faut être appliqué avec des mesures et des conditions qui soient très claires pour tout le monde, pour les États membres y compris. La question de traçabilité, c'est aussi important parce qu'on doit assurer la qualité de pêche pour la consommation européenne. Et maintenant de combattre le pêche AUU et aussi la manque de compétitivité, la manque de compétition entre l'industrie et quelques économie qui vient au dehors. Il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'on peut parler plus appliqué quand on commence le débat. Thank you.